En Guinée-Bissau, un renversement de pouvoir secoue la capitale après une exaspération qui s'est construite sur plusieurs mois. Ce basculement, nourri par une prolongation contestée du mandat présidentiel et par la défiance envers des institutions fragilisées, dépasse le cadre national et inquiète une région sahélienne déjà sous pression. Dans ce climat, une question s'impose. Pourquoi Ibrahim Traoré devient-il pour certains un modèle implicite de rupture et pour d'autres un signal de risque autoritaire? Entre soulagement et peur de l'inconnu, le pays entre dans une transition incertaine, désormais observée de près par tous. Ce qui se joue en Guinée-Bissau dépasse un simple changement de pouvoir. La transition ouvre une promesse implicite: restaurer un État capable de protéger, d'arbitrer et de fonctionner sans rupture permanente. Pour une population éprouvée par l'instabilité, l'enjeu immédiat est clair: retrouver des services publics fiables, une administration présente et des règles lisibles. Le bénéfice attendu est concret: sécurité institutionnelle, prévisibilité politique, confiance minimale. Mais le risque est à la même hauteur que l'espoir. Si la transition échoue, la crise peut s'approfondir et contaminer l'environnement régional. L'Afrique de l'Ouest observe, car chaque basculement récent dans le Sahel a produit des effets en chaîne, parfois stabilisateurs à court terme, souvent déstabilisants à moyen terme. La Guinée-Bissau se retrouve ainsi dans une position de test. Réussir prouverait qu'une sortie ordonnée de crise est possible. Échouer renforcerait l'idée que les ruptures institutionnelles deviennent la norme. Ce moment impose donc une lecture lucide. Comprendre les causes réelles du basculement, mesurer ce qui a déjà changé et identifier ce qui pourrait encore dérailler. C'est à cette condition que la transition peut devenir autre chose qu'une parenthèse fragile. La rupture en Guinée-Bissau n'est pas née d'un coup de force soudain, mais d'une érosion mesurable de la légitimité politique. En 2 ans, la participation aux consultations internes a chuté d'environ 30%, signal clair d'un décrochage démocratique. Ce chiffre, souvent relégué au second plan, éclaire pourtant la dynamique profonde: une population qui cesse progressivement de croire à l'utilité des mécanismes institutionnels. Dans ce contexte, la transition apparaît moins comme une surprise que comme l'aboutissement d'un processus long. Pendant des années, les institutions ont donné l'image d'un appareil distant, peu réactif, parfois absent. La gouvernance était perçue comme déconnectée des besoins quotidiens, tandis que l'administration peinait à jouer son rôle de médiation. Cette fragilité structurelle a nourri une accumulation de frustrations sociales et économiques. Les manifestations qui ont précédé le renversement n'ont donc pas surgi de nulle part. Elles ont cristallisé un malaise déjà largement partagé. La décision controversée de prolonger le mandat présidentiel a servi d'élément déclencheur. Pour beaucoup, elle a marqué une ligne rouge, transformant une crise institutionnelle en contestation populaire ouverte. Les rues de la capitale ont alors exprimé une colère diffuse, mêlée à un sentiment d'abandon, notamment chez les jeunes. À partir de ce moment, la confiance résiduelle dans le cadre politique existant s'est effondrée. C'est dans ce climat régional particulier que le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à circuler avec insistance. Son rôle au Burkina Faso, largement commenté dans l'espace sahélien, a fourni un référent implicite à ceux qui imaginaient une rupture radicale comme issue possible. Ibrahim Traoré n'était pas un acteur direct en Guinée-Bissau, mais une figure symbolique, incarnant à la fois l'espoir d'efficacité et la crainte d'un autoritarisme renforcé. Ainsi, avant même l'intervention de l'armée, le terrain était préparé. La transition n'a pas créé la crise, elle l'a révélée. Comprendre cette lente maturation est essentiel pour saisir pourquoi le basculement a été accueilli simultanément par un soulagement discret et une inquiétude profonde. Sur le terrain, la transition s'est d'abord incarnée dans des scènes ordinaires, observées par des témoins anonymes plutôt que par des responsables politiques. Dans la capitale,
un officier décrivait une ville suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement. Cette formule résume bien l'atmosphère des premières heures. Peu de chaos visible, mais une tension diffuse, presque silencieuse. Les soldats ont pris position sur les ponts, les axes stratégiques et la radio nationale avec une efficacité qui a surpris une population habituée à des épisodes plus désordonnés. Pour les habitants, l'effet immédiat a été paradoxal. D'un côté, la chute du président a mis fin à une séquence perçue comme bloquée et illégitime. De l'autre, l'absence soudaine de repères civils clairs a ravivé la peur d'un avenir imprévisible. Dans les quartiers plus populaires, certains ont parlé d'un répit, d'autres d'un simple silence avant une nouvelle tempête. Les services publics, déjà fragiles, ont fonctionné au ralenti, accentuant la sensation d'un État en suspens. Ces premiers effets ont aussi touché la sphère politique informelle. Les discussions se sont déplacées des institutions vers la rue, les marchés, les radios locales. Les jeunes, très présents dans les mobilisations précédentes, ont observé la situation avec prudence, conscients que le changement ne garantissait pas automatiquement des améliorations concrètes. L'espoir existait, mais il restait conditionnel. Ce moment initial a donc joué un rôle clé. Il a redéfini la perception du pouvoir avant même toute annonce officielle. La transition n'était plus une abstraction, mais une réalité vécue, avec ses promesses implicites et ses inquiétudes immédiates. Autrement dit, l'essentiel était clair. Le pays avait changé de trajectoire sans encore savoir vers quel horizon précis. La bascule politique en Guinée-Bissau suit une séquence lisible structurée en 3 temps. Activation, point de rupture, puis onde de choc. L'activation commence avec une décision qui semblait technique mais qui a tout changé, la prolongation controversée du mandat présidentiel. Présentée par le pouvoir comme légalement défendable, elle a été perçue par une large partie de la population comme un abus clair. Ce décalage entre justification institutionnelle et perception populaire a ouvert une brèche décisive. Les manifestations qui ont suivi n'étaient pas seulement dirigées contre un homme, mais contre un système jugé sourd et verrouillé. À mesure que la contestation gagnait en ampleur, d'autres signaux ont renforcé l'impression de rupture imminente. La dissolution du Parlement a agi comme un accélérateur brutal. Ce geste, interprété comme une concentration excessive du pouvoir, a sapé les derniers éléments de crédibilité du gouvernement. Les, les tentatives de défense officielle n'ont pas inversé la dynamique. Dans la rue, le discours dominant n'était plus la réforme, mais la fin d'un cycle politique considéré comme épuisé. Le point de bascule intervient lorsque l'armée entre en scène. Contrairement au scénario de chaos souvent redouté, l'opération a été rapide, méthodique et largement silencieuse. Des unités ont pris le contrôle des points stratégiques durant la nuit. Ponts, axes principaux, radio nationale. À l'aube, la situation était claire. Le président avait été arrêté, les frontières fermées et le pays placé sous contrôle militaire. Cette efficacité a surpris, mais elle a aussi renforcé l'idée que le pouvoir civil était déjà affaibli bien avant son renversement. Les premières heures ont produit un mélange complexe de réactions. Pour certains, l'intervention ressemblait à une libération, mettant fin à une impasse politique prolongée. Pour d'autres, elle ouvrait une période d'incertitude lourde de risques. Cette ambivalence s'est traduite par une absence de célébration massive, mais aussi par une absence de résistance visible. Le silence est devenu un indicateur en soi. Dans ce contexte, les comparaisons régionales se sont imposées naturellement. Les transitions militaires récentes au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont servi de grille de lecture immédiate. Le nom d'Ibrahim Traoré est alors apparu comme un repère symbolique. Son image, associée à une prise de pouvoir rapide et à une promesse d'efficacité, a nourri les discussions sans pour autant fournir de réponses claires.
Ibrahim Traoré incarnait à la fois une aspiration à l'ordre et la crainte d'un verrouillage durable du champ politique. Les ondes de choc ont dépassé la capitale. À l'échelle régionale, les observateurs ont commencé à intégrer la Guinée-Bissau dans une dynamique plus large de recomposition du pouvoir en Afrique de l'Ouest. La question n'était plus seulement de savoir comment le renversement avait eu lieu, mais ce qu'il annonçait pour la suite. Cette chaîne d'événements a ainsi transformé une crise nationale en signal régional, encore difficile à interpréter. Avant la rupture, la légitimité reposait encore sur des mécanismes électoraux fragiles. Après, ces repères se sont effondrés à mesure que trois indicateurs clés viraient au rouge. Le premier est la chute d'environ 30% de la participation aux consultations politiques internes en l'espace de 2 ans. Ce basculement ne décrit pas seulement une abstention ponctuelle, mais un retrait progressif de la population du jeu institutionnel. Autrement dit, moins de citoyens jugeaient utile de participer à un système perçu comme incapable de produire des résultats concrets. Ce chiffre prend tout son sens lorsqu'il est mis en regard du second indicateur, l'absentéisme prolongé du président, décrit par de nombreux acteurs comme occupant plus de la moitié de son temps à l'étranger durant les dernières années de mandat. Cette donnée, qualitative mais récurrente, a eu des effets mesurables sur la gouvernance quotidienne. Moins de présence signifiait moins d'arbitrage, moins de médiation et une administration livrée à elle-même. Pour les zones rurales, déjà peu connectées à l'État central, cette absence a renforcé le sentiment d'abandon et d'invisibilité. Le troisième indicateur n'est pas chiffré, mais son impact est direct, la prolongation controversée du mandat présidentiel. Bien qu'aucun sondage précis n'ait été publié, la réaction populaire a fourni un signal clair. Les manifestations répétées, l'intensification des discours de rejet et la mobilisation de la jeunesse ont montré une rupture nette entre légalité formelle et légitimité perçue. Ce décalage a agi comme un multiplicateur des deux premiers facteurs, transformant une défiance latente en crise ouverte. Pris isolément, chacun de ces indicateurs aurait pu être absorbé par le système. Ensemble, ils ont créé un cercle vicieux. La baisse de participation affaiblissait la représentation, l'absence présidentielle paralysait la gouvernance, et la prolongation du mandat cristallisait la colère. Cette combinaison explique pourquoi l'intervention militaire a été interprétée par certains comme une solution de dernier recours, plutôt que comme une rupture brutale avec un ordre stable. C'est ici que la comparaison régionale s'impose. Dans l'espace sahélien, des figures comme Ibrahim Traoré ont émergé dans des contextes où des indicateurs similaires signalaient un épuisement institutionnel. Sans établir d'équivalence directe, la résonance est évidente. Lorsque les chiffres racontent une perte de confiance prolongée, les solutions non conventionnelles gagnent en acceptabilité symbolique. Ces données ne disent pas ce que sera l'avenir de la Guinée-Bissau, mais elles expliquent pourquoi le passé récent ne tenait plus. Elles montrent que la transition militaire n'a pas créé la crise de légitimité. Elle s'est greffée sur une trajectoire déjà déclinante. Toute analyse de la suite doit donc partir de ce constat chiffré, faute de quoi les mêmes causes risquent de produire, à terme, les mêmes effets. Deux lectures antagonistes se font face pour interpréter l'intervention militaire en Guinée-Bissau, chacune s'appuyant sur des arguments solides. La première considère cette intervention comme nécessaire et inévitable. Selon ses défenseurs, les mécanismes démocratiques traditionnels avaient cessé de fonctionner. La prolongation du mandat présidentiel, l'inefficacité administrative et les soupçons persistants de mauvaise gestion financière avaient conduit le pays dans une impasse totale. Dans cette optique, l'armée n'aurait pas renversé un système viable, mais interrompu une trajectoire déjà condamnée. Le raisonnement est simple. Face à un État paralysé, une autorité plus centralisée pouvait rétablir l'ordre, restaurer une capacité d'action minimale et empêcher un effondrement plus profond.
Cette thèse s'appuie aussi sur l'observation régionale. Dans plusieurs pays du Sahel, des transitions militaires ont permis, au moins temporairement, de reprendre le contrôle de territoire, de sécuriser certaines fonctions régaliennes et de rompre avec une gouvernance jugée stérile. Des figures comme Ibrahim Traoré sont souvent citées comme exemple d'une efficacité initiale, perçue comme préférable à l'immobilisme antérieur. Pour ses partisans, la priorité n'est pas la forme du pouvoir, mais sa capacité à produire des résultats tangibles. La seconde lecture adopte une position diamétralement opposée. Elle insiste sur les risques structurels d'un pouvoir militaire prolongé. Même lorsqu'elle se présente comme transitoire, l'intervention de l'armée crée un précédent dangereux, celui où la force devient l'arbitre ultime des crises politiques. Les critiques soulignent que la suspension du cadre civil affaiblit durablement les institutions et complique tout retour à une gouvernance démocratique crédible. À long terme, l'armée risque de se transformer en acteur politique permanent, brouillant la séparation entre autorité civile et pouvoir militaire. Entre ces deux pôles, une position intermédiaire émerge. Elle reconnaît que l'intervention a pu éviter un effondrement immédiat, tout en affirmant que son succès dépendra strictement de sa durée, de sa transparence et de sa capacité à préparer un retour contrôlé au pouvoir civil. La question centrale n'est donc pas de savoir si l'armée devait agir, mais si elle saura se retirer, sans laisser un système encore plus fragile qu'avant. Au-delà des faits immédiats, le renversement en Guinée-Bissau révèle un déplacement plus profond. Le centre de gravité politique n'est plus uniquement national, il devient régional et imaginaire. Dans les discussions populaires comme dans certains cercles militaires, les événements locaux sont désormais lus à travers des expériences voisines. Les transitions récentes au Burkina Faso, au Mali ou au Niger forment une toile de fond constante, servant de comparaison implicite et de réservoir d'arguments. C'est dans cet espace que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il n'intervient pas directement dans la crise bisso-guinéenne, mais son image circule comme un raccourci narratif. Pour certains, elle incarne l'idée qu'un pouvoir plus autoritaire peut produire des résultats rapides là où les institutions civiles ont échoué. Pour d'autres, elle symbolise précisément le risque d'une normalisation des ruptures militaires comme solution politique. Cette révélation est centrale car elle change la nature du débat. Il ne s'agit plus seulement de savoir si la transition bisso-guinéenne réussira, mais de comprendre quel modèle elle s'inspire, consciemment ou non. Le danger n'est pas l'imitation formelle, mais l'acceptation progressive d'une logique où l'efficacité immédiate prime sur la construction institutionnelle. À ce stade, la question se resserre. La Guinée-Bissau trace-t-elle sa propre voie ou s'inscrit-elle dans une tendance régionale qui la dépasse déjà? Les effets du renversement en Guinée-Bissau se lisent désormais à plusieurs niveaux, avec des impacts distincts mais imbriqués pour l'État, l'économie, la population et l'environnement régional. Du côté institutionnel, la chute du pouvoir civil a créé un vide administratif difficile à combler rapidement. Les structures de l'État, déjà fragiles, ont dû fonctionner sans ligne politique claire. Les fonctionnaires ont continué à assurer le minimum, mais sans cadre stable ni arbitrage durable. Cette situation a renforcé l'idée d'un État suspendu, présent par inertie plus que par direction, accentuant la défiance accumulée avant la crise. Sur le plan économique, les conséquences se sont fait sentir presque immédiatement. L'incertitude politique a freiné les décisions d'investissement et accentué la prudence des partenaires extérieurs. Dans un pays déjà dépendant de l'aide internationale et de l'exploitation de ressources limitées, cette hésitation a aggravé des tensions existantes. Les prix des produits de base ont continué à peser sur les ménages, tandis que la perception d'un avenir économique incertain a renforcé l'attentisme des acteurs privés. À court terme,
La transition n'a pas apporté de soulagement économique tangible, mais elle a modifié les anticipations, ce qui influence durablement les comportements. Pour la population, l'impact est avant tout psychologique et social. Dans les quartiers urbains comme dans les zones rurales, le sentiment dominant reste ambivalent. Certains citoyens ont vu dans le renversement une rupture nécessaire mettant fin à une gouvernance jugée illégitime. D'autres redoutent une normalisation de l'exception où l'armée deviendrait l'horizon politique par défaut. Les jeunes, très mobilisés avant la chute du gouvernement, oscillent entre espoir prudent et méfiance lucide. Leur attente est simple, des changements visibles dans la vie quotidienne, sans lesquels la transition risque de perdre rapidement son crédit. À l'échelle régionale, la Guinée-Bissau est désormais intégrée à une dynamique ouest-africaine plus large. Les voisins observent attentivement car chaque transition militaire récente a contribué à redéfinir les équilibres du Sahel. Les comparaisons avec le Burkina Faso, le Mali ou le Niger ne sont pas seulement médiatiques. Elles influencent les perceptions internes. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré revient comme un point d'ancrage symbolique. Son image sert à projeter des attentes positives ou négatives sur l'évolution bisso-guinéenne, même en l'absence de lien opérationnel direct. Ces conséquences montrent une réalité essentielle. Le renversement n'a pas clos la crise, il l'a déplacée. La stabilité apparente masque une recomposition encore fragile dont l'issue dépendra de la capacité à transformer l'acte de rupture en trajectoire lisible. Sans résultat concret pour l'État, l'économie et la population, l'effet régional risque de l'emporter sur la dynamique nationale. À moyen terme, la transition en Guinée-Bissau peut suivre trois trajectoires distinctes, chacune révélant un rapport différent entre stabilité, réforme et pouvoir militaire. Le premier scénario, le plus sobre, est celui d'une stabilisation fragile. Dans cette hypothèse, les autorités militaires parviennent à maintenir l'ordre et à assurer un fonctionnement minimal de l'État. Les services publics reprennent progressivement, sans transformation profonde. Cette trajectoire offre un répit à la population, mais laisse intactes de nombreuses failles structurelles. Le risque est celui d'un retour cyclique des tensions dès que la pression sociale ou économique s'intensifie. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une refondation contrôlée. Ici, la transition s'accompagne d'un dialogue réel avec les forces politiques et sociales. Des réformes institutionnelles sont engagées, notamment pour clarifier les règles du jeu politique et restaurer la confiance. L'économie bénéficie d'une meilleure lisibilité, permettant une reprise partielle des investissements. Ce scénario suppose un leadership capable de dépasser la logique strictement sécuritaire pour construire une trajectoire inclusive. Il reste toutefois exigeant, car il nécessite du temps, de la cohérence et une volonté de s'exposer à la critique. Le troisième scénario, le plus sombre, est celui du blocage prolongé. Les tensions internes, qu'elles soient politiques, sociales ou au sein même de l'appareil militaire, entravent toute réforme. L'absence de calendrier clair alimente la lassitude populaire, tandis que la pression régionale et internationale s'intensifie. Dans ce cas, la transition devient une fin en soi et non un moyen. L'instabilité économique s'aggrave et la population glisse d'un espoir prudent vers une résignation dangereuse. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils montrent que l'issue dépendra moins de l'acte initial du renversement que de la capacité à transformer ce moment en processus lisible. La référence régionale, incarnée par des figures comme Ibrahim Traoré, peut servir de point d'inspiration ou d'avertissement. La question centrale reste donc ouverte. La Guinée-Bissau saura-t-elle utiliser la rupture pour construire ou se contentera-t-elle de gérer l'urgence? Pour la population, la transition ne se mesure pas d'abord en termes institutionnels, mais à travers des effets concrets sur la vie quotidienne.
Chez les jeunes, qui ont constitué le cœur des mobilisations précédant le renversement, l'attente est particulièrement forte. Beaucoup voient dans ce moment une possibilité de rompre avec un cycle d'instabilité qui a rythmé leur entrée dans l'âge adulte. Leur espoir repose moins sur des discours que sur des signes tangibles. Accès à l'emploi, services publics plus fiables, sentiment d'être enfin pris en compte. Les, les travailleurs urbains et les petits commerçants observent la situation avec une prudence similaire. L'incertitude politique pèse sur les revenus et sur la capacité à se projeter. Pour eux, la priorité est la prévisibilité. Savoir si les règles vont changer, si les taxes resteront stables, si les circuits d'approvisionnement fonctionneront normalement. Sans cette visibilité minimale, l'économie informelle, déjà dominante, risque de s'étendre encore, au détriment de toute régulation. Dans les zones rurales, le regard est souvent plus distant mais non moins lucide. L'État y a toujours été perçu comme lointain et la transition ne modifie pas immédiatement cette réalité. Ce qui compte, ce sont des améliorations simples et observables. Routes praticables, présence administrative, accès aux soins. En l'absence de ces signaux, le changement de pouvoir reste abstrait. Enfin, pour une partie de la société civile, ce moment est aussi un test moral. La transition peut ouvrir un espace de dialogue et de réforme, ou au contraire refermer durablement le champ politique. L'expérience régionale, souvent associée à des figures clés comme Ibrahim Traoré, nourrit à la fois l'espoir d'efficacité et la crainte d'un durcissement. À ce stade, une chose est claire. Si la transition ne se traduit pas rapidement par des améliorations perceptibles pour ces différents groupes, la patience collective pourrait s'éroder aussi vite que la confiance avait disparu auparavant. Transformer la rupture en trajectoire exige une feuille de route lisible, structurée autour de priorités séquencées. La première étape consiste à rétablir la capacité opérationnelle de l'État. Cela implique la réactivation des administrations locales, la sécurisation des chaînes de décision et la continuité des services essentiels. Sans cette base, aucune réforme plus ambitieuse ne peut tenir, et la transition risque de rester suspendue à des mesures d'urgence. La deuxième étape porte sur la clarification économique. Les autorités doivent en rendre visible leurs choix en matière de gestion des ressources, notamment celles qui structurent l'économie locale. La transparence budgétaire, même minimale, devient un outil de stabilisation. Des indicateurs simples et réguliers, disponibilité des médicaments, délais administratifs, entretien des infrastructures, permettent de mesurer des progrès sans promettre l'impossible. Cette approche pragmatique est décisive pour regagner une confiance érodée. La troisième étape est politique. Elle suppose un calendrier crédible, ni précipité, ni indéfiniment repoussé, et des mécanismes de contrôle indépendants. L'objectif n'est pas seulement le retour à des élections, mais la restauration d'un cadre civil fonctionnel. La société civile et les acteurs locaux doivent être associés, ne serait-ce que pour éviter que la transition ne se referme sur elle-même. À ce stade, la comparaison régionale sert d'avertissement. Des trajectoires récentes, parfois associées à des figures comme Ibrahim Traoré, montre qu'une efficacité initiale peut rapidement se heurter aux limites d'un pouvoir trop centralisé. La leçon est claire. Sans garde-fou, la promesse d'ordre peut se retourner contre la stabilité recherchée. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle réduit le risque d'enlisement. Elle rappelle surtout que la transition n'est pas un événement, mais un processus mesurable, dont chaque étape engage l'avenir du pays. Lorsque la capitale a été décrite comme suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement, cette image a capturé bien plus qu'un instant. Elle résume l'état psychologique d'un pays arrivé à un seuil. La Guinée-Bissau ne regarde plus en arrière avec nostalgie, mais vers l'avant avec hésitation. Le renversement du pouvoir a fermé une période sans encore en ouvrir une autre de manière lisible. Ce flottement est devenu le sentiment dominant.
Ce moment résonne avec des scènes déjà observées ailleurs dans la région. Dans l'imaginaire collectif, des figures comme Ibrahim Traoré reviennent comme des échos, rappelant que les ruptures peuvent produire de l'ordre aussi bien que de nouvelles impasses. Cette ambivalence nourrit l'émotion du présent. L'espoir d'un redressement rapide se mêle à la peur d'un verrouillage durable. Rien n'est encore tranché. Pour beaucoup de citoyens, la transition représente une dernière chance de rompre avec une succession d'échecs institutionnels. Le silence relatif qui a suivi le renversement n'est pas une approbation pleine, mais une attente. Une attente de signaux clairs, de gestes concrets, de preuves que le changement ne se limite pas à un déplacement du pouvoir. La capitale reste donc ce lieu symbolique, immobile en apparence, mais chargé d'une tension nouvelle. Dans cette suspension, une conviction s'impose peu à peu. Le retour en arrière n'est plus une option, mais l'avenir reste entièrement à écrire. La transition en Guinée-Bissau ne concerne pas uniquement les acteurs au sommet de l'État. Elle interroge aussi la place de chacun dans un moment où les repères habituels vacillent. Pour les citoyens, l'enjeu est de savoir comment rester engagé sans céder à la lassitude. Pour la société civile, il s'agit de maintenir des espaces de dialogue, même réduits, afin que la transition ne devienne pas un huis clos militaire. Pour les partenaires régionaux et internationaux, la question est celle de l'équilibre entre soutien pragmatique et exigence politique. Ce moment invite à une réflexion plus large sur les trajectoires politiques en Afrique de l'Ouest. Les références régionales, souvent associées à des figures comme Ibrahim Traoré, montrent à quel point les choix d'un pays peuvent influencer les imaginaires au-delà de ses frontières. Chaque transition devient alors un signal, interprété, amplifié, parfois détourné. Rien n'est encore figé. La Guinée-Bissau se trouve face à une bifurcation où les décisions prises aujourd'hui pèseront durablement sur la confiance, la stabilité et la cohésion sociale. La question essentielle reste ouverte et elle dépasse le cadre national. Comment transformer une rupture en fondation sans perdre ce qui rend un avenir commun possible?